Salomé Messaké, tu es journaliste, notamment pour le média indépendant et en ligne Blast. Tu es aussi auteur d'un livre qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Tu as 28 ans, bientôt 29. Tu es spécialiste d'économie et de politique, notamment sur les sujets liés à l'égalité homme-femme, la justice sociale, la crise climatique et bien entendu la jeunesse. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec ton travail, ton ouvrage, ton parcours, est-ce que tu pourrais nous présenter tout ça ? Oui, alors tu l'as un petit peu dit, je suis journaliste pour un média en ligne qui s'appelle Blast. Moi, à l'origine, j'ai commencé à la télévision, dans des médias plutôt traditionnels, avec un format traditionnel, une manière d'aborder le journalisme plus traditionnel, on va dire plus ce qui se faisait. Et depuis 3-4 ans, j'ai décidé de me lancer dans un journalisme déjà qui est différent sur le format, puisque c'est sur Internet, c'est sur YouTube, c'est exactement comme ici, il n'y a pas de limite de temps, on n'a pas d'obligation en termes d'image, on n'est pas du tout contraint de la même manière qu'à la télévision. Et ensuite, je me suis lancée dans un journalisme qui assume un certain regard, ce que certains qualifient d'engagement, mais que moi je qualifie même pas forcément d'engagement, c'est-à-dire de privilégier certaines thématiques qui sont juste pas forcément les thématiques qui sont les plus abordées dans le reste des médias, à savoir beaucoup de sujets sur la justice sociale, sur l'écologie, sur l'égalité femmes-hommes, et d'assumer une forme de subjectivité, parce que je crois que tous les journalistes ont une forme de subjectivité, qu'on n'est jamais complètement neutre, qu'on a toujours, par le choix du sujet, le choix des mots, le choix des titres, le choix des intervenants, une forme de regard. Et donc ça, je l'assume vraiment dans mon travail aujourd'hui qui est sur Blast, et dans cet ouvrage, et dans toutes mes interventions que je peux faire dans le service public, France Inter, France Info, France 5, Arte, des médias français principalement. Et donc aujourd'hui, mon travail se résume vraiment à ça, à ces travaux sur l'économie, sur l'écologie que je porte sur Blast, et ensuite le regard que j'essaie de porter dans les autres médias. Et ton ouvrage, quelles ont été un petit peu tes motivations de l'écrire et quelles ont été un petit peu aussi peut-être les retombées suite à sa publication ? C'est parti d'un ressenti que j'avais personnellement. Tu as évoqué le tien, moi c'était mon ressenti personnel avant tout quand j'avais 24-25 ans. Je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait cette incompréhension des autres générations que je pouvais rencontrer dans mon entourage. Donc là, je pense vraiment aux personnes plus âgées de mon entourage personnel, qui voyaient bien que j'avais fait beaucoup d'études, que j'avais accompli le parcours scolaire traditionnel avec plusieurs masters, j'avais fait des stages, j'avais tout bien fait comme on m'avait dit de faire, et je me retrouvais quand même exposée à une certaine précarité de l'emploi, et mon entourage ne comprenait pas. Je pense qu'il y avait une partie des gens autour de moi qui pensaient que je faisais quelque chose de mal en fait, j'avais forcément un peu fait une erreur quelque part pour me retrouver à travailler de nuit, à être payée au lance-pierre, et pourtant à travailler à Paris et à pas trouver de CDI, à pas être dans un emploi stable avec des bonnes conditions. Et donc c'est parti d'une envie d'expliquer à des personnes de mon entourage que le contexte économique a changé depuis le moment où eux sont arrivés sur le marché du travail il y a 30 ou 40 ans, et que c'est plus aussi simple en fait de trouver au même niveau de qualification, c'est plus aussi simple de trouver un emploi de bonne qualité, c'est plus aussi simple de s'insérer sur ce marché du travail là, les emplois se sont flexibilisés, et donc ça c'est lié à un contexte économique plus global qui ne relève pas de ma responsabilité individuelle, mais qui relève des transformations de société. Et j'ai été très surprise de trouver combien de chiffres il y avait, combien de statistiques on pouvait trouver sur le sujet. Par exemple, une statistique que je donne souvent, qu'on retrouve en France, qui c'est que en 1982, 17% des emplois des jeunes étaient des emplois dits précaires, c'est-à-dire le CDD, l'intérim, alors à l'époque ça n'existait pas, mais le statut d'auto-entrepreneur, c'est tous ces emplois un peu instables qui offrent moins de protection sociale. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. Un emploi sur deux des jeunes est un emploi dit précaire. Les 2/3 des premiers emplois des jeunes sont des emplois dits précaires. Donc c'est vraiment des tendances de fond, donc il y avait ça. Et ensuite, il y avait les clichés de manière plus générale que je pouvais entendre sur les jeunes, qui consistait à moins prendre au sérieux la parole des jeunes parce qu'ils sont jeunes. Parce que forcément on a moins d'expérience, donc forcément on comprendrait moins, ce qui donne lieu à des scènes dont je pense tu as pu être témoin aussi, ou quand on a des jeunes militants qui disent mais il faut se bouger pour sauver les conditions d'habitabilité de la planète, qui essaient d'alerter sur certains sujets, qui essaient de sensibiliser aux questions d'inégalité de genre par exemple, eh bien on leur sort la fameuse phrase « moi aussi, à ton âge, je disais ça, mais tu comprendras plus tard, tu comprendras quand tu seras plus grand » et c'est une forme de condescendance que j'ai pu ressentir aussi dans le début de l'exercice de ma profession,
où en tant que journaliste, je travaillais vraiment sérieusement mes sujets, j'avais envie de les porter comme ça dans les médias, et on m'a souvent taxé d'idéaliste, d'utopiste, qui sont des qualificatifs qu'on attribue beaucoup aux jeunes. Et donc, l'objectif de ce livre, c'était de montrer que ces qualificatifs qu'on attribue aux jeunes sont infondés, que les jeunes ne sont pas plus irréalistes que les autres, qu'ils ne sont pas plus paresseux que les autres, c'est un gros adjectif qu'on attribue aux jeunes, qu'ils ne sont pas plus dangereux. Là, je pense qu'on peut parler d'actualité française, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais on a tendance à penser qu'une partie de la jeunesse serait violente, serait plus violente qu'avant, serait plus dangereuse, ce qui est parfaitement faux, parfaitement infondé. On a plein de statistiques pour le montrer. On a plein de chiffres qui vraiment permettent d'étayer ce constat-là. Et je me rends compte, en parlant dans mon entourage, en parlant avec tous les jeunes qui depuis ont acheté le livre, que ces clichés sur les jeunes, eh bien, ils ont la vie dure, qui font beaucoup de mal aux jeunes, qui ne sont pas compris, qui ne sont parfois pas aidés, et surtout qui justifient, je pense, en partie l'absence de politique publique d'ampleur, ou en tout cas adaptée aux jeunes, parce qu'on a ces idées reçues sur les jeunes. Je terminerai là-dessus, une des grandes idées reçues, c'est que ça va, on est jeunes, on s'en sort toujours. On résiste toujours. Moi aussi, de mon temps, c'était dur. Donc les jeunes, en gros, n'auraient pas vraiment le droit d'aller mal, parce qu'ils sont jeunes et ils sont au début de leur vie, et quelle chance ils ont. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des troubles de la santé mentale qui sont de plus en plus importants chez les jeunes. On constate aussi en Suisse, hein. C'est vraiment le cas en France, mais c'est aussi le cas en Suisse. Des troubles de la santé mentale qui concernent avant tout les jeunes, des troubles dépressifs qui concernent avant tout les jeunes et qui augmentent avec le temps et qui n'augmentent pas à la même vitesse pour le reste de la population. Donc par exemple en France, on a 1 jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. En Suisse, j'ai regardé, c'était 1 jeune sur 5 qui dit avoir se présenter une détresse psychologique. En France, on a une augmentation des pensées suicidaires qui ont doublé en quelques années depuis 2017 et on a une augmentation des tentatives de suicide. Donc on a vraiment une jeunesse qui va mal et si on ne prend pas au sérieux ces problèmes, si on pense que de toute façon ça va, la jeunesse ça a toujours été une période un peu difficile, eh bien on ne peut pas aider les jeunes. Et donc on ne peut pas les aider sur le plan personnel, interpersonnel et on ne peut pas les aider au niveau politique. Et ce que je déplore, c'est que qu'est-ce qui a changé depuis la publication de ce livre ? Pas grand-chose en France, hein. J'aimerais bien que le gouvernement lise mon livre, peut-être que Gabriel Attal pourrait s'en inspirer un petit peu, mais pour l'instant, on va vraiment à rebours de ce qu'il faudrait faire pour vraiment préserver l'avenir des jeunes. Gabriel Attal a quand même été ministre de la Jeunesse, ministre de l'Éducation, donc il est censé s'y connaître un petit peu en matière de jeunesse. Visiblement, il n'a pas lu d'études sociologiques, de rapports sur le sujet, il n'a pas consulté les spécialistes de la jeunesse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il dit des choses qui sont vraiment en opposition complète avec les constats. C'est même pas un petit peu à côté de la plaque, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la réalité de ce que vivent les jeunes, et c'est... non seulement c'est regrettable, puisqu'il est quand même à la tête du gouvernement, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour les jeunes, ça peut avoir des conséquences dramatiques et il est vraiment l'auteur actuellement de discours que je qualifie d'anti-jeunes, qui visent à stigmatiser les jeunes et qui s'appuient exactement sur les clichés que je viens de mentionner. Gabriel Attal a mobilisé l'idée que les jeunes seraient oisifs. Enfin, il a dit qu'il fallait combattre l'oisiveté, donc la paresse. Il a... Par exemple, expliquer que les jeunes étaient plus violents qu'avant, qu'ils devaient avoir un sursaut d'autorité, qu'ils devaient se soumettre à cette autorité. Et en fait, c'est très dangereux d'utiliser ce type de cliché-là. Je dis pas que les jeunes ne doivent pas du tout se confronter à une certaine autorité, mais ils en ont pas forcément plus besoin qu'avant. Et surtout, il omet complètement la crise sociale très très importante à laquelle les jeunes font face, les fractures qui existent au sein de la jeunesse, parce qu'en réalité, il y a plusieurs jeunesses, évidemment, et tout le contexte économique, politique, écologique, qui crée beaucoup d'anxiété, qui crée beaucoup de mal-être, et qui font partie des premiers problèmes des jeunes. Mais pour lui, le premier problème des jeunes, c'est qu'il manque d'autorité. Ce qui me désespère. Ce qui est fou, c'est qu'il est très jeune lui-même. Alors ça, c'est le grand paradoxe. Je pense que c'est le plus jeune Premier ministre des vieux. C'est assez extraordinaire, je ne sais pas si... Il se souvient de sa jeunesse, il a lui-même été jeune un jour. C'est vraiment un des hommes politiques qui porte une des politiques les plus réactionnaires à l'encontre de la jeunesse et une des plus conservatrices et une des plus chargées en clichés, encore une fois, sur ces jeunes-là. C'est quelqu'un qui ne défend pas du tout l'intérêt des plus jeunes. Et je pense que ça s'explique, déjà il faut rappeler que les jeunes sont traversés par des fractures sociales, que Gabriel Attal vient d'un milieu extrêmement privilégié, qu'il a grandi dans des arrondissements de Paris les plus privilégiés, il est actuellement millionnaire, il a été à l'école alsacienne, donc très prestigieuse école privée, donc je pense qu'il a ce parcours de privilégié qui peut-être lui
permet pas de comprendre ce que vivent les jeunes des quartiers populaires qu'ils stigmatisent tant, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils mènent des politiques qui sont à ce point stigmatisantes à l'endroit des jeunes ? C'est compliqué à comprendre. Certains pourraient dire que c'est par exemple une stratégie électorale, puisque les jeunes, on le rappelle, sont en minorité dans notre société. Donc les 18-29 ans en France sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Et les plus de 60 ans votent en plus. Donc si on veut gagner une élection, malheureusement, on ne la gagne pas avec les votes des plus jeunes. Est-ce que ça explique ce type de politique ? Moi, je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas, c'est effectivement, ça montre bien que d'ailleurs la jeunesse n'est pas gage de compétences. C'est pas parce qu'on met un jeune au pouvoir qu'il va défendre les intérêts des jeunes. C'est d'ailleurs pas parce qu'on met une femme au pouvoir qu'elle va défendre les intérêts des femmes. Et c'est pas parce qu'une personne est plus âgée ou plus jeune que ça veut dire qu'elle est compétente ou pas compétente. Et moi, l'objectif de mon livre, c'est pas de dire mettez les jeunes au pouvoir, ils ont tout compris. C'est de dire arrêtez de penser que parce qu'ils sont jeunes, ils comprennent moins bien. Arrêtez de les stigmatiser. Défendez, s'il vous plaît, leurs intérêts, parce qu'ils sont mal défendus, mais ça ne passe pas nécessairement par le fait de mettre des jeunes au pouvoir. Et on le voit là très clairement. On a aussi le plus jeune président de la Ve République, qui a fait pareil, qui a mené une des politiques les plus réactionnaires contre les jeunes. Donc ça montre bien que l'âge ne fait pas tout. Le 1er avril de cette année, les Jeunes Verts ont proposé une initiative pour interdire le droit de vote au-delà de 62 ans. Et je suis moi-même très partagée, c'est-à-dire bien pas bien, on ne sait pas, parce que je trouve que ça peut ostraciser encore davantage et creuser le fossé intergénérationnel. D'un autre, on se rend compte que parfois, une fois à la retraite, hors des circuits sociaux, plus dans la vie active, s'il y a un isolement social, c'est pas le cas pour tous, mais voilà, ils peuvent ne plus se rendre compte des réalités et des enjeux. Mais c'est pas le cas non plus de toute cette génération-là. Donc je serais curieuse de débattre un petit peu. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Et moi, je trouve que c'est très révélateur qu'il y ait ce type de proposition. Ça montre bien le malaise qu'il y a autour de l'âge. J'insiste, moi je propose une grille de lecture générationnelle, mais c'est une des grilles de lecture. Une des principales grilles de lecture, c'est évidemment celle des classes sociales. On ne peut pas lire la société par le biais uniquement des générations. Donc c'est avant tout, je crois, une question de classe sociale, mais il y a aussi des biais générationnels. Et les plus riches sont les plus âgés. Et les plus pauvres sont les plus jeunes. Et en France, c'est extrêmement frappant. La grande majorité des personnes précaires en France sont des personnes jeunes. Donc il y a des questions sociales, de classe sociale, qui rencontrent des questions de génération. Et effectivement, les personnes plus âgées ont tendance à voter déjà plus massivement, sont plus nombreuses, et votent pour des partis qui ont tendance à conserver le système économique tel qu'il existe et en fonction de le rôle qu'il leur apporte, c'est-à-dire que les plus âgés sont favorisés par les politiques économiques actuelles. En tout cas, en France, c'est extrêmement frappant. Ça a été très bien démontré en détail par un journaliste qui s'appelle François de Closé, qui a écrit un livre qui s'appelle La parenthèse boomer. Et boomer au sens sociologique du terme, au sens de la génération des boomers, qui montre que les politiques publiques et l'organisation économique qui a été mise en place depuis les années 80 a vraiment favorisé une classe d'âge en particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes pauvres chez les plus de 65 ans. Bien sûr qu'il y a, on pourra toujours trouver des exceptions, mais la tendance, c'est quand même que cette classe d'âge-là a bénéficié de conditions économiques absolument exceptionnelles. Et beaucoup plus frappant, je pense, en France qu'en Suisse, parce que c'était les 30 Glorieuses, parce que c'était un moment de croissance, de reconstruction. On avait l'espoir de vivre mieux que ses propres parents, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils tendent à conserver ces privilèges-là, de par leur retraite, de par le patrimoine immobilier auquel ils ont eu accès. Et ça, c'est une des très 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 grandes sources d'inégalité. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pu investir dans la pierre il y a 50 ans ou 40 ans, car nous n'étions pas nés. Eux, ils ont pu. Et aujourd'hui, avec l'explosion des prix de l'immobilier, eh bien, ils ont pour certains accumulé un patrimoine énorme. Énorme, qui a juste... Ils n'ont rien fait, ça a juste pris en valeur. Nous, on arrive sur ce marché-là aujourd'hui, même si on a bien travaillé, même si on a un bon emploi, et si on n'a pas hérité et qu'on veut investir, eh bien, on ne peut pas. En tout cas, pas à la hauteur de ce que eux ont pu faire. Donc il y a de très très grosses inégalités générationnelles qui sont... C'est vraiment ce que j'ai voulu montrer dans le livre. C'est pas pour blâmer, c'est pas pour culpabiliser, c'est pour dire, bon voilà, l'état des rapports de force. Et le rapport de force, il est clairement pas en faveur des jeunes. On rajoute à ça le fait qu'on vit un moment très spécifique d'un point de vue de l'écologie, c'est que les plus âgés sont en majorité, ils sont plus puissants, ils détiennent le pouvoir économique, le pouvoir politique, et ils sont en train de prendre des décisions qui vont avoir un impact sur notre futur de manière beaucoup plus importante que eux sur leur propre futur, parce qu'ils ils vivront tout simplement moins longtemps. Donc nous, on va vivre plus longtemps les conséquences du réchauffement climatique et de manière plus intense.
Une personne qui est née en 2020, par exemple, va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc il y a une inégalité, qu'on le veuille ou non. Et la spécificité vraiment des questions écologiques, et je pense que tu as dû beaucoup déjà en parler ici, c'est que on ne peut pas revenir en arrière. C'est irréversible. Les décisions qu'ils sont en train de prendre là, maintenant, là, c'est-à-dire à savoir actuellement de pas du tout préserver notre futur. Ça, c'est vraiment la décision politique qui est prise dans dans tous les pays du monde, puisque personne ne respecte l'accord de Paris. Eh bien, c'est prise par des personnes qui ne seront plus là pour le voir. C'est quand même un gros paradoxe. Alors, à titre personnel, moi, je suis pas pour qu'on coupe le droit de vote à qui que ce soit, parce que si on croit en la démocratie, il y a quelque chose de très injuste là-dedans. Mais on peut quand même pointer du doigt cette grosse inégalité. Donc moi, je fais le pari à titre personnel de penser que les boomers ne sont pas des gros égoïstes. Boomer, quand je dis ça, j'insiste, c'est pas un terme péjoratif, c'est un terme sociologique. C'est la génération des boomers qui est souvent qualifiée comme ça par les sociologues. Mais qu'ils ne sont pas informés sur le degré de privilège dont ils bénéficient. Et que est-ce qu'ils seront capables de renoncer un petit peu à leurs privilèges pour sauver l'avenir de leurs enfants ou de leurs petits-enfants ? J'ose croire que oui. Donc l'objectif de ce livre, c'est de le donner à des parents, de le donner à des grands-parents et de dire voilà l'état de la situation, s'il vous plaît, arrêtez de voter de cette manière, de placer votre argent de cette manière, d'orienter la société de cette manière, car c'est en train de détruire notre futur. Et pourquoi je pense que les plus âgés ne sont pas forcément des égoïstes ? Parce qu'il y a une forte solidarité intergénérationnelle qui s'opère au sein des familles. Donc, en réalité, on constate... Alors oui, il y aura toujours des gens qui visiblement n'aiment pas leurs enfants ou leurs petits-enfants puisqu'ils ne veulent vraiment pas les aider, ils sont brouillés. Bon voilà, il y a clairement des conflits familiaux, mais il y a quand même une solidarité très très forte, notamment au niveau de l'héritage. Souvent, les personnes plus âgées vont accumuler de l'héritage, du patrimoine et vont vouloir le transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. On peut aussi parler du capital culturel. Faire des enfants, avoir des petits-enfants, c'est aussi transmettre. Transmettre des outils, des armes pour faire face à la vie, pour être heureux. Et la plupart des gens ont quand même envie que leurs enfants et leurs petits-enfants soient heureux. Encore une fois, on peut discuter de ça, mais j'ose le croire. Et donc souvent, pour vraiment offrir un avenir désirable à leurs enfants, à leurs petits-enfants, les gens vont penser que la meilleure façon de le faire, c'est d'accumuler du patrimoine, c'est de leur donner de l'argent, de leur donner des objets, de leur donner ce capital culturel. Ça peut être une des manières, mais ce que j'ai voulu montrer dans le livre, en m'appuyant sur les données scientifiques, c'est pour ça que sur un livre sur la jeunesse, il y a un chapitre sur l'écologie et sur la crise écologique, on pourrait se dire mais ça n'a rien à voir. Si, moi je pense que ça a tout à voir parce que on a une immense partie des plus âgés, si on regarde en tout cas la nature de leur vote, qui n'ont pas compris que pour préserver l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, l'action individuelle ne suffira pas. C'est-à-dire qu'au sein de leur famille, ça ne suffira pas. Vous aurez transmis tout le patrimoine que vous voudrez à vos enfants, s'il n'y a plus d'air respirable et qu'il n'y a plus d'eau et que... Je grossis un peu le trait, mais c'est quand même de ça dont il est question. Aujourd'hui, on est menacé dans notre accès à l'eau, à la nourriture, au transport, à la sécurité, et c'est de ça dont il est question, de notre vivant. Donc, si vous n'avez pas participé à construire une société à peu près équilibrée avec des écosystèmes qui existent encore, ça ne nous servira à rien en fait d'avoir hérité de je ne sais pas combien d'argent dans un pays où de toute manière tout est en train de s'effondrer. Et donc on a besoin que les plus âgés aient un sursaut, je pense, collectif, politique, et se disent ok, qu'est-ce que je peux faire pour préserver l'avenir de mes enfants qui ne soit pas seulement de leur transmettre de l'argent. Et pour ça, ça implique qu'ils arrêtent de voter, notamment pour leurs propres intérêts. Donc, est-ce qu'on leur coupe le vote ? Moi, vraiment, je pense pas. Je pense que c'est dangereux de faire ça, mais je comprends l'idée. Je pense que les jeunes qui ont proposé ça ont fait ce constat, en fait, tout simplement. Et se sont dit, mais c'est pas possible. Comment on peut faire autrement ? Et je crois qu'il faut écouter cette détresse des plus jeunes et écouter cette impuissance qui est la nôtre, ou en tout cas le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir qui est très très fort, qui n'est pas qu'un sentiment. Alors ça veut pas dire qu'on peut rien faire, mais globalement, vraiment, dans le rapport de force, on peut pas tout changer. Et puis il y a urgence. Donc on peut pas se dire qu'on attend le renouvellement générationnel pour, ça y est, construire la société qu'on désire. C'est maintenant que ça se joue. Tu l'as remarqué, il y a une ascension de la droite un petit peu générale en Europe, en Suisse également. Et je me questionne vraiment sur pourquoi maintenant, alors qu'on est au pire enfin pas au pire, mais en tout cas, ça n'a jamais été autant dans les débats, même si on n'en parle toujours pas assez. C'est quand même plus présent que ce que c'était il y a 15 ans. Et donc on se dit, ok, les gens sont éduqués, ils en entendent parler, enfin voilà, on sait ce qui se passe aujourd'hui. Comment c'est possible que c'est maintenant que la droite arrive à faire cette ascension un petit peu fulgurante ? Moi je dirais pas que c'est une ascension de la droite, c'est une ascension de l'extrême droite. Et il y a quand même une nuance là-dedans qui est importante.
parce qu'il y a cette, même si bien sûr c'est aussi un des attributs de la droite, mais cette idée nationaliste, identitaire, repli sur soi. Et moi je crois que c'est le symptôme des problèmes qu'on vit en fait. C'est parce qu'il y a une crise sociale de très très grande ampleur, parce qu'il y a une crise écologique, parce qu'il y a aussi une crise géopolitique très importante qui fait partie des facteurs de l'anxiété chez les jeunes, que la peur dirige vers le repli sur soi pour une partie des gens. Il ne faut pas oublier que c'est quand même pas tout le monde qui vote aujourd'hui à l'extrême droite et qui cède à ces peurs-là. Ensuite, on rajoute à ça les boucles algorithmiques, le système médiatique et politique tel qu'il est constitué, même si je sais qu'il est très différent en Suisse, mais c'est quand même un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de pays européens, qui privilégie les paroles chocs, les émotions, les émotions négatives. Eh bien, ça donne des percées très importantes de l'extrême droite. Et après, je pense qu'il y a après, c'est une analyse là, personnelle que je propose, mais qu'il y a aussi des partis qui ont échoué en face, notamment des partis de gauche, ou en tout cas des partis écologistes, à proposer une réponse à la crise sociale. Enfin, un des gros arguments de l'extrême droite, c'est on n'a pas essayé. C'est un très gros argument. En France, en tout cas, c'est pour voter extrême droite, c'est on a eu la gauche, on a eu la droite traditionnelle. On a eu la Startup Nation chez nous, rien ne fonctionne, nos problèmes ne sont pas résolus, pourquoi pas l'extrême droite? Et à titre personnel, je suis convaincue que c'est une très grave erreur, surtout que l'extrême droite économiquement est une droite libérale. C'est ce que j'ai essayé, je fais ma petite pub, mais de montrer dans une vidéo pour Blast, qui est sur le Rassemblement National et qui montre de manière purement économique pourquoi c'est un parti qui ne défend absolument pas les pauvres, qui ne défend absolument pas les travailleurs, dans son programme, dans ses votes à l'Assemblée nationale, dans ses votes au Parlement européen, dans ses rendez-vous avec les lobbies, et qui pourtant arrive à faire croire à toutes les personnes qui sont dans la détresse qu'on a décrite qu'ils sont la réponse à leurs problèmes. Et évidemment, de dire que c'est l'immigré, de dire que c'est l'étranger, que c'est qu'il y a une autre religion que vous qui est le problème, c'est, je pense, aussi une facilité de l'esprit et une manière de trouver un coupable quand on est dans une grande détresse. Mais c'est ce qu'ont montré notamment les travaux de Thomas Piketty et de Julia Cagé dans leur dernier livre sur le conflit social, en fait, qui ont analysé les votes dans les 30 000 communes françaises. Ils ont montré que l'extrême droite, en France, avait percé très tôt dans les régions désindustrialisées, dans les régions où il y avait vraiment une fragilisation du tissu économique et social, et donc que ça dit quand même quelque chose de la crise sociale et que malheureusement c'est peut-être, c'est vers ça qu'on se dirige. Mais moi, j'ai pas de réponse magique à comment on fait pour que l'extrême droite arrête de monter. Je pense que j'essaie d'apporter des arguments les plus rationnels possibles à travers mes vidéos et de montrer qu'on peut résoudre les choses autrement que par la haine, l'intolérance, parce que c'est quand même avant tout ça les valeurs qui sont portées, les valeurs, les idées, je sais pas comment dire ça, par ces partis-là. Mais clairement, effectivement, il y a pas de très bonne raison d'être optimiste actuellement politiquement. Et est-ce que, du coup, depuis que tu as publié ce livre, mais aussi avec tout le travail que tu fais, dont j'imagine que ta famille suit de près et dont on est fière, est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu un impact? Est-ce que t'as réussi à les faire reconsidérer certaines de l'opposition? Est-ce qu'il y a une évolution positive ou c'est compliqué? Moi, je parle peu de ma famille à moi parce que c'est vraiment très personnel, mais par contre, je constate effectivement qu'autour de moi, il y a des personnes que j'ai pu faire changer d'avis, et surtout, il y a des personnes qui ont acheté le livre et qui m'ont dit qu'ils l'avaient offert à leurs parents ou leurs grands-parents et que ça avait vraiment eu un impact. Alors, il y en a aussi qui m'ont dit que ça n'avait pas fonctionné, donc je crois que ça dépend quand même des tempéraments, mais clairement, je vois des personnes qui viennent aux dédicaces, des personnes plus âgées, et qui me disent que ça les a vraiment fait changer d'avis. Je pense que c'était l'objet du livre, de donner autant de statistiques qui sont des statistiques officielles, d'essayer de montrer vraiment ma bonne foi, ma sincérité, de montrer, de m'appuyer le plus possible sur un travail académique, de montrer des interviews. L'objectif, c'était quand même évidemment de convaincre du bien fondé de ce que revendiquent certains jeunes, de convaincre des difficultés que rencontrent les jeunes, avec en fait le plus de faits possible, et de vraiment montrer, c'est pas une impression. C'est tous les indicateurs dont on dispose nous montrent que les jeunes ont des problèmes économiques, des problèmes de santé mentale, que l'éco-anxiété est très forte chez eux, qu'ils ont de bonnes raisons d'être inquiets, d'aller mal. Et surtout, c'est un livre aussi qui dresse un portrait de la jeunesse, qui, je l'ai dit, est multiple. Et donc là, on a parlé de l'extrême droite. Dans le livre, il y a des jeunes d'extrême droite. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de jeunes d'extrême droite. Et je pouvais pas prétendre que les jeunes, ce seraient tous des woke ou des écolos, quand on parle de génération climat par exemple, ça n'a absolument aucun sens.
Une génération est par essence multiple. Et à l'époque de nos parents, c'était la même chose. Tous les jeunes ne pensaient pas la même chose. Ils ont des points communs. Ils ont des centres d'intérêt, par exemple, communs. Ils ont des pratiques communes. Ils ont des éléments de contexte d'époque, la crise écologique, par exemple, en commun. Mais ils ne sont pas tous les mêmes. Et je pense que c'était important d'avoir, en tout cas moi je ne l'avais pas vu dans des livres de grand public, d'avoir une espèce de description des différents types de jeunesse, comment elles cohabitent et quelles sont leurs aspirations et qu'est-ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce qu'elles ont de différent. Et ça permet de mieux comprendre l'époque, tout simplement. Je crois que j'ai essayé de donner accès à ça. Je rajouterais juste que tout ce que je dis dans le livre, je n'ai rien inventé. Il y a déjà des sociologues beaucoup plus spécialistes que moi qui ont produit des livres, des études très longues qui existent depuis longtemps, qui sont très complètes sur les jeunesses, sur tout, qui sont d'ailleurs, si ça intéresse les gens, qui peuvent aller beaucoup plus loin. Il y a plein de livres sur le sujet. Ce que je déplore, c'est que ce soit pas plus connu. Et d'ailleurs, on le voit là vraiment, je veux pas revenir sur Gabriel Attal, je veux pas m'acharner sur Gabriel Attal, mais quand même, depuis qu'il a parlé dans son grand discours de Viry-Châtillon, donc là, il y a quelques jours en France, très très offensif à l'égard de la jeunesse, en utilisant plein de concepts un peu vaseux sur la jeunesse. Il y a plein de sociologues et de spécialistes de la jeunesse qui ont publié des tribunes, pas plus tard que ce matin dans Le Monde, en disant mais ça ne s'appuie sur aucune réalité, ce que vous êtes en train de raconter. Donc voilà, moi j'ai essayé de rendre un peu grand public tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui de sociologique, de statistiques, d'économique sur la jeunesse. J'étais curieuse de savoir si tu avais vu ça dans les médias, qu'il y a une association qui s'appelle les Aînés pour le climat en Suisse. Oui, on en a parlé. Ouais, 2500, principalement des femmes de 60 ans et plus, qui ont réussi à faire inculper la Suisse à la Cour européenne pour une action climatique. Donc encore une preuve qu'on peut être concerné à tout âge, que le militantisme n'a pas d'âge. Et on doit. C'est très réconfortant, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment très sérieux et que c'est réjouissant de voir ça. Et parfois, on me fait dire dans le livre que j'ai voulu opposer les générations. Non, j'ai voulu répondre aux attaques qui sont faites aux jeunes par certaines personnes plus âgées pour dire à la fin, le climat n'est pas une affaire de génération. Les mobilisations collectives ne sont pas une affaire de génération. On ne doit surtout pas laisser ça qu'aux jeunes. C'est la garantie de l'échec, en fait, puisque les jeunes ne sont pas en capacité de changer l'intégralité des politiques publiques des différents pays. C'est pas possible. On a absolument besoin de nos aînés. Et je pense pour deux raisons. Un, par leur pouvoir, mais aussi par leur expérience. Encore une fois, je ne crois pas que les jeunes seuls aient les compétences pour tout changer, même si on leur donnait le pouvoir. Et on a besoin de l'expérience des plus âgés, on a besoin du dialogue intergénérationnel. Et donc, moi, j'appelle vraiment les plus âgés à se mobiliser en prenant en compte le fait qu'actuellement, on est en train littéralement de sacrifier l'avenir des plus jeunes. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ça? Énormément de choses. Et il y a déjà certaines personnes plus âgées dans les manifestations climat. Parce qu'au même titre que j'appelle à ne pas mettre tous les jeunes dans le même panier, évidemment que j'appelle à ne pas mettre tous les plus âgés dans le même panier. Et donc, il y a plein de grands-parents qui sont ultra écolos, qui sont très très mobilisés, qui sont très à l'écoute des jeunes. Et j'espère juste qu'ils vont devenir plus nombreux. En fait, c'est juste ça, l'objectif du livre. Mais je suis profondément convaincue que c'est possible et surtout que c'est la seule issue. Donc vraiment, c'est un acte politique fort, je pense, que d'aller parler de la jeunesse à ses parents ou à ses grands-parents et de vraiment convaincre. On rappelle que la première source d'information des Français, ce sont leurs proches. C'est plus efficace qu'un média. Ça, c'est fou, je savais pas. Donc, quand on va convaincre son oncle Jean-Michel en repas de famille, et parfois c'est dur, et qu'on va débattre très calmement et essayer pas de mépriser, mais vraiment de convaincre, et qu'on va y passer du temps, eh bien on œuvre pour le futur, vraiment. Et c'est très fort, et c'est très efficace. Ça dépend des gens, mais ça peut être très efficace. C'est déjà arrivé qu'on m'envoie des photos où il est posé à la table du repas de Noël. C'est génial. Mais c'est exactement pour ça que je l'ai écrit. Et j'espère qu'il va circuler. En fait, c'est un outil de dialogue intergénérationnel, et bien sûr, il manque beaucoup de choses dans ce livre. Il fait 300 pages, je pouvais pas tout mettre. J'ai oublié plein d'autres aspects de la jeunesse, j'ai oublié certaines jeunesses, mais j'ai essayé de rendre le truc le plus concis possible, le plus efficace possible, avec les statistiques les plus importantes, et de dire bon voilà, maintenant vous avez les faits, discutez-en. Et je l'ai dit, il y a des gens que ça a fait changer d'avis, donc j'ose espérer que c'est possible. Mais vraiment, on a besoin de nos aînés, on a besoin qu'ils nous aident. Et un mot de la fin, si justement tu avais un conseil, je vais pas en dire aux jeunes, on n'essaie de pas faire de généralité, mais en tout cas à ceux que ça intéresserait,
et qui se sentent concernés pour justement peut-être reconstruire des ponts, rétablir le dialogue avec que ce soit des proches ou des moins proches, mais en tout cas intergénérationnel. Eh bien, si vous êtes jeune, n'utilisez pas la phrase « Ok boomer », même si elle est, elle est drôle, parce que ça braque beaucoup. C'est un des trucs qu'on m'a le plus ressorti après la sortie du livre, de personnes plus âgées qui me disaient « Oui, mais vous dites que les vieux méprisent les jeunes, mais les jeunes, ils disent « Ok boomer ». Et c'est très méprisant de leur part. Bon, ça a visiblement traumatisé beaucoup de personnes plus âgées, ce « Ok boomer », donc je pense qu'il faut arrêter de l'employer, parce que je comprends tout à fait de quoi il est le nom. Ça doit nous interroger, pourquoi c'est né, pourquoi ça a eu autant de succès chez les jeunes, parce que ça dit beaucoup de leur impression de mépris qui ressentent de la part des plus âgés, auxquels ils répondent voilà, ok boomer, mais bon, ça n'aide pas. Donc je pense qu'il faut essayer au maximum, quand on le peut, d'avoir ce dialogue le plus apaisé possible. Et enfin, le principal conseil que je donnerais, chercher la légitimité en soi et de trouver la légitimité en notre parole, parce que tout est fait pour nous donner l'impression qu'on n'est pas légitime, nous donner l'impression qu'on est trop jeune, qu'on comprend rien, qu'on peut pas parler, qu'on va pas nous écouter. Et il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ça et qui n'osent pas s'engager pour cette raison, parce que c'est parfois accueilli avec beaucoup de mépris en fait, l'engagement des jeunes. On dit aux jeunes engagez-vous, mais engagez-vous d'une certaine manière, dans le cadre. Dès qu'ils sortent, dès qu'ils débordent du cadre, on va leur dire oui, mais toi tu crois que tu sais tout à ton âge. Donc évidemment qu'il faut continuer à apprendre, on ne peut pas attendre d'être parfaitement légitime pour s'exprimer, sinon on s'exprime jamais. Et ce livre évidemment s'appelle Sois jeune et tais-toi, mais en réalité c'est une manière de dire sois jeune et ne te tais pas. Et exprime-toi, exprime tes besoins, exprime tes aspirations, montre ce que tu fais aussi, parce que là j'ai parlé des côtés négatif, de ce que subissent les jeunes, de tout ce qui est difficile, mais il y a aussi plein d'aspects très positifs à la jeunesse. Une jeunesse qui se mobilise de manière absolument étonnante au vu de ce qu'elle vit et au vu des difficultés auxquelles elle fait face. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très enthousiastes, qui ont plein d'avis, qui ont plein d'envie, de centres d'intérêt, d'aspirations, de projets. Et ça, je pense, on gagne tous à le partager et à rendre cet enthousiasme communicatif. Mais encore une fois, tout est fait pour que les jeunes se taisent. Donc j'espère que les jeunes vont de plus en plus parler et de plus en plus se faire entendre, même là où on ne veut pas les entendre. Mille merci, Salomé. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir, c'était hyper intéressant. Et je me réjouis de ta table ronde ce soir lors du Festival Explore. Je pense qu'il y aura une rediffusion si jamais vous n'avez pas pu venir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un jour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.